Je m'appelle Dorothy. J'ai 69 ans. Pendant 40 ans, j'ai tout sacrifié pour mon fils, Thomas. Tout. Ma jeunesse, mes rêves, mes économies. Je l'ai adopté quand il n'avait que 2 ans après la mort de ses parents biologiques dans un accident. Je lui ai donné mon nom de famille, mon amour inconditionnel, ma vie entière. Mais ce jour-là, le jour de mon 69e anniversaire, tout a changé. Cette boîte de chocolats artisanaux arrivée à ma porte ressemblait à un magnifique cadeau d'un fils reconnaissant. Les chocolats étaient exquis, coûteux. Ils sont arrivés dans une boîte élégante avec une carte qui disait « À la meilleure mère du monde, avec amour, Thomas ». J'étais tellement touché. Cela faisait des mois que je n'avais pas reçu le moindre geste d'affection de sa part. Depuis qu'il avait épousé Laura, tout avait changé. Elle est arrivée comme une tempête dans nos vies, remplissant la tête de mon fils de poison contre moi. « Ta mère est trop curieuse, disait-elle. Tu es trop vieux pour qu'elle s'occupe de toi, lui murmurait-elle à l'oreille. Et Thomas, mon Thomas, le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour, a commencé à changer. Peu à peu, il s'est éloigné. Les visites sont devenues plus rares, les appels plus froids, les étreintes plus distantes. Mais j'ai continué à espérer. J'ai continué à croire que mon fils redeviendrait la personne qu'il était avant. Ce matin-là, quand les chocolats sont arrivés, j'ai cru que c'était enfin arrivé, que mon fils s'était souvenu à quel point il m'aimait, que Laura n'avait pas réussi à détruire complètement le lien que nous avions tissé pendant tant d'années. Les chocolats avaient l'air délicieux. Ils venaient d'une marque exclusive, du genre qui coûte une fortune. Chaque pièce était une œuvre d'art, décorée de détails dorés et de formes parfaites. Mais moi, oh, j'étais toujours comme ça, pensant toujours aux autres avant moi-même. Ces chocolats sont trop bons pour moi toute seule, ai-je pensé. Laura et les enfants les apprécieront beaucoup plus. Les petits avaient toujours été ma faiblesse. Malgré tout le mépris que leur mère me montrait, j'adorais ces enfants. Ils étaient mes petits-enfants, le prolongement de mon Thomas, la seule chose pure qui restait dans cette relation toxique. Alors, j'ai pris la boîte, je l'ai soigneusement réemballée et je me suis dirigé vers la maison de Thomas, qui n'était qu'à une courte distance en voiture de chez moi dans le nord de l'État de New York. Quand j'ai frappé à la porte, c'est Laura qui a ouvert. Comme toujours, elle m'a accueilli avec ce sourire faux que je détestais tant. Ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux, qui criait le mépris même si ses lèvres essayaient de feindre la courtoisie. « Bonjour, Dorothy », a-t-elle dit avec ce ton condescendant qu'elle utilisait avec moi. « Qu'est-ce qui t'amène » Je lui ai tendu la boîte de chocolat et lui ai expliqué qu'il venait de Thomas pour moi, mais que je voulais les partager avec elle et les enfants. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose d'étrange dans ses yeux, comme de la surprise, mais pas la bonne sorte. C'était plutôt de la peur, de la confusion. Mais elle a rapidement repris son expression et a pris la boîte. « Quel beau geste de la part de Thomas », a-t-elle murmuré. Les enfants seront ravis. Elle ne m'a pas invité à entrer. Elle ne le faisait jamais. Elle trouvait toujours une excuse pour me garder à la porte, comme si j'étais une vendeuse ambulante et non la grand-mère de ses enfants. Cette fois-là, elle a dit que les enfants dormaient, que la journée avait été longue, que peut-être un autre jour serait mieux. Je suis rentré chez moi le cœur un peu triste, mais aussi avec une certaine satisfaction. J'avais fait quelque chose de bien. J'avais partagé la joie du cadeau de mon fils avec sa famille. Cette nuit-là, je suis allé me coucher en pensant que peut-être, juste peut-être, ce geste aiderait à apaiser les choses entre Laura et moi. Le lendemain, le téléphone a sonné tôt. C'était Thomas. Sa voix semblait étrange, tendue. « Maman », m'a-t-il dit, « comment étaient les chocolats ?» La question m'a prise par surprise. Il était rare qu'il s'intéresse autant à savoir si j'avais apprécié un cadeau. Habituellement, après m'avoir offert quelque chose, il semblait oublier complètement la question. « Oh, Thomas », ai-je répondu honnêtement. « Je les ai donnés à Laura et aux enfants. Tu sais à quel point ils aiment les sucreries. » Le silence qui a suivi était terrifiant. C'était comme si le monde s'était arrêté. Je pouvais entendre mon propre cœur battre en attendant sa réponse. Puis il a explosé. « Tu as fait quoi ?» a-t-il hurlé avec une fureur que je n'avais jamais entendue dans sa voix. « Je les ai donnés à Laura et aux enfants. »« Tu es folle ?» Sa voix tremblait d'une manière qui m'effrayait. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la pure panique. « Thomas, je ne comprends pas, » ai-je dit, essayant de rester calme. « Je pensais que tu serais heureux que je partage ton cadeau avec ta famille. »
Mais il a continué à crier, de plus en plus désespéré. Il m'a demandé encore et encore si j'étais sûr de ne pas avoir mangé un seul chocolat, si j'avais donné toute la boîte, si les enfants les avaient déjà mangés. Ces questions étaient si précises, si urgentes que j'ai commencé à avoir des soupçons. Pourquoi tenait-il tant à ce que je n'ai pas goûté les chocolats? Pourquoi semblait-il soulagé que je ne les ai pas mangés, mais désespéré que je les ai donnés à sa propre famille? Il a raccroché brusquement après avoir crié que j'étais une idiote, que j'avais tout gâché. Je suis restée avec le téléphone à la main, tremblante, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Mais quelque chose en moi, un instinct maternel que j'avais développé au fil des années de soins et de protection, me disait que quelque chose n'allait terriblement pas. Cet après-midi-là, Laura m'a appelé. Sa voix semblait différente, inquiète. Dorothy, m'a-t-elle dit. Les enfants se sont sentis malades après avoir mangé les chocolats. Nous avons dû les emmener à l'hôpital de Staten Island. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ai-je demandé avec mon cœur dans la gorge. Les médecins disent que c'était une intoxication alimentaire, a-t-elle répondu. Mais c'est étrange. Les chocolats sentaient bizarre quand nous les avons ouverts, mais les enfants en avaient déjà mangé plusieurs avant que nous nous en rendions compte. Mon monde a commencé à s'effondrer. Les chocolats que mon fils m'avait envoyés, les chocolats que j'avais donnés avec tant d'amour, avaient rendu mes petits-enfants malades. Mais il y avait autre chose. Dans la voix de Laura, j'ai détecté quelque chose qui m'a fait trembler. C'était de la peur, oui, mais aussi de la compréhension, comme si elle avait enfin saisi quelque chose qui se passait sous son nez sans qu'elle s'en rende compte. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans mon esprit avec une clarté terrifiante. La réaction de Thomas quand il a appris que j'avais donné les chocolats, son désespoir de savoir que je ne les avais pas mangés, son soulagement mêlé de panique, les questions précises pour savoir si j'en avais essayé ne serait-ce qu'un petit morceau. Et puis, comme un éclair dans l'obscurité, la vérité m'a frappé avec toute sa force brutale. Mon fils, mon propre fils, que j'avais élevé et aimé inconditionnellement, avait essayé de m'empoisonner. Les jours suivants ont été un cauchemar. Les enfants se sont rétablis, Dieu merci, mais le poison avait laissé sa marque. Laura m'a avoué que les médecins avaient trouvé des traces d'arsenic dans leur petit corps. Arsenic, un mot que je n'avais entendu que dans les films policiers. Maintenant, cela faisait partie de ma réalité la plus horrible. Ma belle-fille, pour la première fois depuis des années, m'a parlé sans ce masque de mépris. Sa voix tremblait quand elle m'a dit, « Dorothy, je pense que ces chocolats n'étaient pas destinés à être partagés. Je pense qu'ils étaient spécifiquement pour toi. » Ces mots ont confirmé ce que mon cœur savait déjà, mais que mon esprit refusait d'accepter. Thomas avait disparu. Il ne répondait pas au téléphone. Il ne répondait pas aux messages. Quand Laura est allée le chercher à son travail au cabinet comptable de Manhattan, on lui a dit qu'il avait demandé un congé d'urgence. Il s'était enfui comme le lâche qu'il était, laissant sa femme et ses enfants subir les conséquences de son plan diabolique. Mais je connaissais mon fils. Je savais où le trouver. Je savais que lorsqu'il se sentait acculé, il courait toujours au même endroit, la maison de sa tante Nathalie, ma sœur cadette. Elle avait toujours eu un faible pour Thomas, justifiant toujours ses erreurs, le protégeant des conséquences de ses actes. J'ai conduit jusqu'à la maison de Nathalie, les mains tremblantes sur le volant. 40 ans d'amour inconditionnel, 40 ans de sacrifice, 40 ans à tout donner. Et voilà ce que je recevais en retour. Un fils qui voulait me voir morte. Quand j'ai frappé à la porte, Nathalie a ouvert avec un air coupable. « Dorothy » a-t-elle murmuré. « Je ne savais pas que tu venais, mais j'avais déjà vu la voiture de Thomas garée au coin. »« Je sais qu'il est là » ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Thomas est apparu derrière elle comme un fantôme. Son visage était tiré, ses yeux enfoncés, mais ce qui m'a le plus frappé, c'était l'expression sur son visage. Il n'y avait aucun remords. Il n'y avait aucune culpabilité. Il n'y avait que du ressentiment, comme si j'étais la coupable de tout ce désastre. Pourquoi, était la seule chose que je pouvais lui demander. Pourquoi voulais-tu me tuer? Ma voix s'est brisée sur ce dernier mot. Me tuer. Mon propre fils avait voulu me tuer. Sa réponse a brisé mon âme en 1000 morceaux. Parce que tu es un fardeau, a-t-il dit avec une froideur qui m'a glacé le sang. Parce que tu as toujours été un fardeau. Parce que j'ai besoin de ton héritage et que tu ne meurs jamais. Mon héritage.
Bien sûr, tout se résumait à l'argent. L'argent que j'avais économisé pendant des décennies en travaillant jour et nuit. L'argent que j'avais économisé en vivant comme une indigente pour lui assurer un avenir. L'argent que je prévoyais de lui laisser à ma mort naturelle de vieillesse, entouré de l'amour de ma famille. Mais je ne savais pas que tu avais autant d'argent, a-t-il continué avec cette voix empoisonnée. Jusqu'à ce que je voie les documents bancaires quand tu es tombé malade l'année dernière. 200 000 $, maman. 200 000 $ dont j'ai besoin maintenant, pas quand tu auras 90 ans. 200 000 $ que j'avais gagnés avec du sang, de la sueur et des larmes. 200 000 $ qui représentaient 40 ans de travail, de privation, de nuits blanches à faire des doubles quarts pour lui donner la meilleure éducation, les meilleurs vêtements, les meilleures opportunités. En plus, a-t-il ajouté comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Tu es vieille. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre de ta vie? Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent à ton âge? Ces mots étaient des poignards dans mon cœur. Chaque syllabe était une trahison plus profonde que la précédente. Nathalie a essayé d'intervenir. Thomas, ne parle pas comme ça, a-t-elle murmuré, mais il l'a fait taire d'un regard. Tante, tu sais que j'ai raison. Elle a déjà vécu sa vie. J'ai une famille à soutenir, des enfants à éduquer, un avenir devant moi. Un avenir bâti sur mon cadavre, ai-je répondu avec une amertume que je ne me connaissais pas, un avenir acheté avec ma mort. Il m'a regardé avec mépris, comme si j'étais la folle, comme si j'étais la méchante dans cette histoire tordue. Ne sois pas dramatique, m'a-t-il dit. Ça allait être rapide. Les chocolats avaient assez d'arsenic pour ressembler à une crise cardiaque naturelle. Personne ne se serait douté de rien. Tu serais morte paisiblement en dormant, et j'aurais hérité de ce qui allait être à moi de toute façon. Ces mots révélaient la profondeur de sa trahison. Ce n'était pas une impulsion, un moment de folie. C'était un plan calculé, méticuleux, froid. Il avait fait des recherches sur le poison. Il avait acheté les chocolats les plus chers pour masquer le goût. Il avait calculé la dose exacte. Ma mort avait été planifiée avec le même dévouement que j'avais mis à planifier ses anniversaires pendant tant d'années. Et que s'est-il passé, lui ai-je demandé. Pourquoi ton plan parfait n'a-t-il pas fonctionné? Son visage s'est tordu en une grimace de frustration. Parce que tu es trop stupide pour manger des chocolats que ton propre fils te donne, m'a-t-il craché. Parce que tu dois toujours être la martyre. Tu dois toujours tout donner. Tu dois toujours être la mère sainte et altruiste. L'ironie était suffocante. Le défaut même qu'il critiquait chez moi, ma tendance à donner plutôt qu'à recevoir, avait été ce qui m'avait sauvé la vie. Mon instinct de partager le cadeau avec ses enfants avait détruit son plan homicide. Mais le pire, a-t-il continué avec une colère croissante, c'est que maintenant Laura sait tout. Les enfants étaient sur le point de mourir à cause de toi. À cause de ta maudite compulsion à partager ce qui ne t'appartient pas, il me blâmait. Après avoir essayé de m'assassiner, il me blâmait pour l'empoisonnement de ses propres enfants. Laura était apparue dans l'embrasure de la porte pendant notre conversation. Son visage était pâle, ses yeux pleins de larmes. Elle avait tout entendu. La confirmation finale que son mari n'avait pas seulement essayé de tuer sa belle-mère, mais avait été prêt à sacrifier ses propres enfants dans le processus. Thomas, a-t-elle dit d'une voix brisée, comment as-tu pu? Comment as-tu pu mettre nos enfants en danger? Il s'est tourné vers elle avec la même froideur qu'il m'avait montrée. Parce qu'il n'allait rien se passer, a-t-il répondu. Parce que le poison était pour elle, pas pour vous. Mais tu savais que je partage toujours tout avec les enfants, a crié Laura. Tu savais qu'il y avait une chance qu'il mange ses chocolats. Thomas a haussé les épaules comme s'il parlait de la météo. C'était un risque calculé, a-t-il marmonné. Un risque calculé. Les enfants que j'avais aidé à élever, les enfants qui remplissaient mes après-midi de joie quand tout le reste était devenu gris, avaient été un risque calculé pour lui dans son plan pour m'assassiner. À ce moment-là, j'ai compris que le fils que j'avais élevé, le garçon que j'avais adopté et aimé comme s'il venait de mon propre corps, était mort il y a longtemps. L'homme devant moi était un étranger dangereux qui avait été capable de me regarder dans les yeux pendant des années tout en planifiant ma mort. C'est fini, lui ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. Tout est fini entre nous. Il a ri, d'un rire amer et cruel. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Appeler la police? Dénoncer ton propre fils? Tu sais que tu ne feras jamais ça. Tu es trop faible. Trop faible.
Pendant 40 ans, j'avais été trop faible pour lui dire non, trop faible pour fixer des limites, trop faible pour voir que mon amour inconditionnel l'avait transformé en monstre. Mais ce jour-là dans cette maison, devant la preuve de sa trahison absolue, quelque chose a changé en moi. Tu as raison, lui ai-je dit. J'ai été trop faible pendant trop longtemps, mais ça s'arrête aujourd'hui. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la porte. Attends de voir ce qu'une femme faible peut faire quand elle trouve enfin sa force. Ses cris m'ont suivi dans la rue. Il a hurlé que j'étais une ingrate. Qu'après tout ce qu'il avait fait pour moi, je l'abandonnais. Tout ce qu'il avait fait pour moi, le comble du cynisme. Essayer de me tuer était dans son esprit tordu quelque chose qu'il avait fait pour moi. Cette nuit-là, dans la solitude de ma maison, j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des décennies. J'ai pleuré pour le fils que j'avais perdu, pour les années gaspillées, pour l'amour trahi. Mais surtout, j'ai pleuré pour la femme que j'avais été, naïve, permissive, aveugle au mal qui grandissait sous mes yeux. Quand les larmes ont cessé, j'ai pris une décision. Thomas avait raison sur un point. J'étais trop faible. Mais cette femme faible mourrait ce soir-là. Demain, une nouvelle Dorothy allait naître. Une Dorothy qui avait appris que l'amour sans limite n'est pas une vertu. C'est de la complicité. Une Dorothy qui avait découvert que parfois, pour se protéger, il faut devenir ce que vos ennemis attendent le moins. Mon téléphone a sonné. C'était Stanley, mon avocat, un vieil ami de la famille. Dorothy, m'a-t-il dit. Laura m'a appelé. Elle m'a tout dit. Est-ce que tu vas bien? Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Je vais parfaitement bien, Stanley. Et j'ai du travail pour toi. La transformation n'a pas été immédiate, mais elle a été totale. Au cours des semaines suivantes, alors que Thomas croyait m'avoir détruite émotionnellement, je construisais les fondations de ma vengeance. La première étape a été de déménager. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette maison où j'avais élevé une vipère, où chaque recoin me rappelait ma naïveté. Stanley m'a aidé à trouver un appartement dans le quartier le plus exclusif de la ville, l'Upper East Side, un penthouse avec une vue panoramique, qui coûtait plus cher en un mois que ce que Thomas gagnait en 3. Quand j'ai signé le bail, j'ai vu la surprise dans les yeux de l'agent immobilier. Une femme de 69 ans, modestement vêtue, payant comptant pour un appartement de luxe. C'est pour ma retraite, lui ai-je dit avec un sourire. J'ai décidé qu'il était temps de me faire plaisir. Retraite? Quel mot libérateur. Je prenais ma retraite d'être mère. Je prenais ma retraite d'être la victime. Je prenais ma retraite d'être la femme qui donnait tout et ne demandait rien en retour. L'appartement était spectaculaire. Sol en marbre, baies vitrées du sol au plafond, une cuisine qui semblait sortie d'un magazine. Mais ce que j'aimais le plus, c'était le bureau, un espace calme où je pouvais planifier, où je pouvais penser, où je pouvais devenir la stratège que Thomas n'avait jamais imaginé que je pourrais être. Stanley était mon premier allié dans cette nouvelle vie. Pendant des années, il avait géré mes affaires juridiques de base, testament, assurance, procédures mineures. Mais maintenant, j'avais besoin de quelque chose de plus. J'avais besoin d'un guerrier juridique qui m'aiderait à démanteler systématiquement la vie de l'homme qui avait essayé de m'assassiner. Dorothy, m'a-t-il dit lors de notre première réunion sérieuse, ça va être brutal. Thomas ne va pas abandonner facilement. Il va se battre. Il va mentir. Il va essayer de manipuler la situation en sa faveur. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil en cuir de son bureau et je l'ai regardé dans les yeux. Stanley, il m'a sous-estimé pendant 40 ans. Maintenant, c'est à mon tour de le surprendre. La première chose que nous avons faite a été de sécuriser mon argent. Thomas connaissait le compte principal, mais il ne savait pas pour les 3 autres. Il ne savait pas pour les certificats de dépôt que je renouvelais religieusement chaque année. Il ne savait pas pour les actions que j'avais achetées avec l'argent supplémentaire de mes emplois du week-end. Il ne savait pas que sa stupide mère avait bâti un empire financier modeste mais solide. Au total, m'a dit Stanley après avoir examiné tous les documents, nous parlons de près de $400 000, pas $200 000 comme il le croit. $400 000. 40 ans de sacrifices transformés en pouvoir économique. 40 ans à vivre comme une pauvre femme pour mourir comme une reine. Mais l'argent n'était qu'un outil. La véritable arme était l'information. Stanley a engagé un détective privé, un ancien policier nommé Robert, spécialisé dans les affaires familiales.
Ce que nous avons découvert dans les semaines suivantes m'a laissé sans voix. Thomas n'avait pas seulement planifié ma mort pour l'héritage, il avait des dettes dont j'ignorais l'existence. Des dettes de jeu, des dettes envers des usuriers, des dettes qui avaient transformé ma mort en une nécessité urgente pour lui. Mon fils n'était pas seulement un meurtrier frustré. C'était un joueur en faillite qui avait parié l'avenir de sa famille à mes dépens. Voici les preuves, a dit Robert en me tendant un dossier rempli de photographies, de documents, de relevés bancaires. Votre fils doit plus de 50 000 $ à des gens très dangereux, des gens qui n'acceptent pas les excuses. Les photographies le montraient dans des casinos d'Atlantic City, dans des maisons de Paris clandestines dans le Queens, lors de réunions nocturnes avec des hommes à l'air menaçant. Il avait hypothéqué la maison où il vivait avec Laura sans rien lui dire. Il avait mis en gage la voiture de sa femme. Il avait vidé les comptes d'épargne des enfants pour payer les intérêts. Mon fils n'était pas seulement un meurtrier, c'était un voleur qui avait volé l'avenir de sa propre famille. Laura ne sait rien de tout ça, a continué Robert. Il lui ment depuis des mois. Il lui dit qu'il a des problèmes au travail, que les paiements sont en retard, qu'ils doivent économiser. Mais la vérité est qu'il utilise l'argent de la maison pour jouer. L'information était dévastatrice, mais elle était aussi parfaite. Thomas avait construit sa propre prison avec ses mensonges et ses addictions. Je n'avais plus qu'à pousser les barreaux pour que tout s'effondre. Pendant ce temps, il pensait m'avoir vaincu. 3 semaines s'étaient écoulées depuis notre confrontation chez Nathalie, et je n'avais donné aucun signe de vie. Je ne l'avais pas appelé. Je ne m'étais pas présenté chez lui. Je n'avais fait aucun drame. Dans son esprit narcissique, cela confirmait sa théorie. J'étais trop faible pour lui faire face. Mais je travaillais. Chaque jour, depuis mon nouvel appartement, je coordonnais les prochains mouvements avec Stanley. Chaque nuit, je passais en revue les rapports de Robert, en apprenant davantage sur le monstre que mon fils était devenu. À chaque aube, je planifiais la prochaine étape de ma vengeance méticuleuse. La première phase était psychologique. J'avais besoin que Thomas sente qu'il avait le contrôle, qu'il avait gagné. J'avais besoin qu'il devienne complaisant, qu'il baisse sa garde. C'est pourquoi je n'avais donné aucun signe de vie. C'est pourquoi je l'avais laissé croire que je me cachais dans un coin en pleurant et en me sentant vaincu. Stanley m'avait expliqué le processus juridique. Nous avons des preuves de la tentative d'empoisonnement, m'a-t-il dit. Les analyses médicales des enfants, le témoignage de Laura, les enregistrements que tu as faits de ses aveux. Oui, j'avais enregistré toute notre conversation chez Nathalie avec un petit appareil que Robert m'avait donné, caché dans mon sac à main. Mais, a continué Stanley, un procès pénal va être long et compliqué. Il y aura une couverture médiatique. Il y aura un scandale public. Es-tu prête pour ça? J'étais plus que prête. Après 40 ans dans l'ombre, j'étais prête à sortir dans la lumière et à montrer au monde qui était vraiment Thomas. En plus, a-t-il ajouté avec un sourire, nous avons des preuves de fraude, de détournement de fonds et de manipulation financière. Nous pouvons le détruire économiquement avant même que le procès pénal ne commence. Économiquement, le mot sonnait délicieusement. Thomas avait essayé de me tuer pour de l'argent. Maintenant, il allait perdre tout son argent pour avoir essayé de me tuer. Pendant ces semaines de silence, j'ai aussi travaillé sur moi-même. J'ai engagé Yolanda, une styliste personnelle qui a complètement transformé mon image. Adieu les vieux vêtements conservateurs. Adieu les cheveux gris et négligés. Adieu la posture voûtée de la femme vaincue. Quand Yolanda a fini avec moi, je ne me suis pas reconnu dans le miroir. Mes cheveux étaient teints d'un brun élégant, coupés dans un style moderne qui m'enlevait 10 ans. Mes vêtements étaient sophistiqués mais pas ostentatoires. Des costumes de qualité, des chaussures de créateur, des accessoires discrets mais coûteux. Dorothy, m'a dit Yolanda en admirant son travail. Vous ressemblez à une femme de pouvoir. Une femme de pouvoir. J'aimais le son de cela. Pendant 40 ans, j'avais été une femme de service, une femme de sacrifice, une femme de l'ombre. Maintenant, il était temps d'être une femme de pouvoir. Le dernier élément de ma transformation était le plus important, mon attitude. J'ai engagé un coach personnel, une psychologue spécialisée dans l'autonomisation des femmes. Dorothy, m'a-t-elle dit lors de notre première séance, vous devez arrêter de vous voir comme une victime. Vous êtes une survivante. Vous êtes une guerrière. Les séances ont été révélatrices. Pendant des décennies, j'avais confondu amour et soumission,
gentillesse et permissivité, maternité et abnégation totale. J'avais élevé un monstre parce que j'avais eu peur d'être une mauvaise mère si je fixais des limites. Le véritable amour, m'a expliqué la psychologue, inclut des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences pour les mauvaises actions, il n'y a pas d'amour. Il y a de la complicité. Complicité. Pendant 40 ans, j'avais été complice de la transformation de mon fils en sociopathe, mais plus maintenant. La nouvelle Dorothy n'était complice de personne. La nouvelle Dorothy était une force de la nature qui allait se déchaîner sur le monde de Thomas comme un ouragan dévastateur. Un soir, exactement un mois après notre confrontation, j'ai décidé qu'il était temps de faire ma première apparition publique. J'ai soigneusement choisi l'endroit, la galerie d'art la plus exclusive de la ville, où une collection privée de peintures contemporaines était exposée. Je me suis habillé d'un costume noir de créateur, de talons hauts qui me faisaient paraître plus grande et plus imposante, et de bijoux que j'avais achetés l'après-midi même. Quand je suis arrivé à la galerie dans un taxi de luxe, les photographes de la haute société se sont tournés pour me regarder. Ils ne me reconnaissaient pas, mais ils savaient instinctivement que j'étais quelqu'un d'important. J'ai marché à travers la galerie avec une coupe de champagne à la main, admirant les œuvres d'art, conversant avec des collectionneurs et des critiques. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentais dans mon élément, élégante, sophistiquée, puissante. Et puis je l'ai vu. Thomas était dans le coin opposé de la galerie, accompagné de Laura. Elle semblait tendue, mal à l'aise, clairement pas à sa place dans cet environnement luxueux. Il essayait d'impressionner un homme d'affaires, cherchant probablement de nouvelles victimes pour ses arnaques. Nos yeux se sont croisés à travers la pièce. J'ai vu le choc sur son visage quand il m'a reconnu. La femme vaincue qu'il avait laissé pleurer il y a un mois avait été remplacée par cette version sophistiquée et mystérieuse de sa mère. Je me suis approché lentement, savourant chaque pas. Quand je suis arrivé à sa hauteur, je lui ai souri avec une douceur empoisonnée. « Bonjour, Thomas », lui ai-je dit d'une voix qui dégoulinait de pouvoir. « Quelle surprise de te croiser ici !» Son visage était devenu pâle. Laura me regardait avec un mélange d'admiration et de confusion. Les hommes d'affaires qui parlaient à Thomas se sont tournés vers moi avec curiosité. « Maman » a-t-il balbutié. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait légèrement. Pour la première fois de sa vie, ma présence l'intimidait. « Je profite de ma retraite », ai-je répondu en prenant une gorgée de champagne. J'ai décidé qu'il était temps de me faire plaisir. Le mot retraite résonnait dans l'air comme une menace voilée. Les hommes d'affaires nous regardaient avec intérêt. Il était évident qu'il y avait une tension familiale, mais il était aussi évident que je n'étais pas la victime qu'ils avaient imaginée. « Retraite » a demandé poliment l'un d'eux. « De quoi prenez-vous votre retraite, maman ?» D'être trop généreuse, ai-je répondu sans quitter Thomas des yeux. Parfois, quand on donne trop, les gens s'habituent à recevoir. Il arrive un moment où il faut arrêter de donner et commencer à encaisser. Encaisser. Le mot flottait dans l'air comme la promesse d'un orage. Thomas savait exactement ce que cela signifiait. Il savait que son temps de prendre sans donner était terminé. Il savait que la chasse avait commencé, et maintenant, c'était lui la proie. Les jours suivants furent d'une tension exquise. Thomas savait que quelque chose avait changé, mais il ne savait pas quoi. Il m'avait vu à la galerie, transformé en une femme qu'il ne reconnaissait pas, et cela le rendait mal à l'aise. Il a commencé à m'appeler de manière obsessionnelle, mais je ne répondais pas. Je laissais ses appels aller sur la messagerie vocale où je pouvais entendre sa nervosité croissante. « Maman, réponds au téléphone », disait-il dans ses messages. « Nous devons parler. J'ai besoin de savoir ce que tu planifies. » Ce que tu planifies ? Pour la première fois de sa vie, c'était lui qui avait peur de moi. Pour la première fois, j'étais le prédateur et il était la proie. Stanley avait entamé la phase juridique de ma vengeance. La première chose était de déposer une plainte au civil pour tentative de meurtre avec toutes les preuves que nous avions rassemblées, les analyses médicales des enfants, les enregistrements audio, les témoignages de Laura et du personnel médical qui avait soigné mes petits-enfants. Dorothy, m'a dit Stanley dans son bureau, ce procès va être un scandale. Les médias vont couvrir l'affaire. Ton histoire va être dans tous les journaux télévisés. Parfait. Je voulais que le monde entier sache qui était vraiment Thomas. Je voulais que ses voisins du Connecticut, ses collègues, ses amis sachent qu'il avait essayé d'assassiner sa propre mère. Mais le procès civil n'était que l'apéritif.
Le plat principal était l'enquête que Robert avait menée sur les activités illégales de Thomas, fraude hypothécaire, utilisation abusive des fonds familiaux, escroquerie envers des usuriers, évasion fiscale. Mon fils avait construit un château de cartes financier qui était sur le point de s'effondrer. Voici tous les documents, a dit Robert en me tendant 3 dossiers remplis de preuves. Votre fils vole sa propre famille depuis des mois. Laura peut le poursuivre pour fraude conjugale et récupérer tout ce qu'il a volé. Fraude conjugale. Les mots sonnaient délicieusement. J'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation avec Laura. Malgré tous nos problèmes passés, elle était aussi une victime de Thomas. Elle avait aussi été trompée, manipulée, volée, et surtout, elle était la mère de mes petits-enfants, les enfants qui avaient failli mourir à cause de leur père. Je l'ai invitée à déjeuner dans le restaurant le plus élégant de la ville. À son arrivée, j'ai vu la surprise dans ses yeux en voyant ma nouvelle version. Je n'étais plus la belle-mère modeste et résignée qu'elle avait connue pendant des années. J'étais une femme de pouvoir qui avait décidé de prendre le contrôle de son destin. Laura, lui ai-je dit après avoir commandé nos clubs sandwich à la dinde, nous devons parler. Elle a hoché la tête nerveusement. Elle savait que quelque chose d'important arrivait. Je sais tout sur les dettes de Thomas. Je sais pour le jeu, pour les usuriers, pour l'hypothèque qu'il a mise sur votre maison à ton insu. Son visage s'est décomposé. Comment sais-tu ça, a-t-elle murmuré. Parce que j'ai engagé des enquêteurs, ai-je répondu calmement. Parce que j'ai décidé d'arrêter d'être la victime et de devenir le chasseur. Je lui ai tendu l'un des dossiers que Robert avait préparés. Tout est là. Documents, photographies, relevés bancaires. Laura a examiné les papiers les larmes aux yeux. Chaque page était une trahison plus profonde. Son mari n'avait pas seulement essayé d'assassiner sa belle-mère, mais volait systématiquement l'avenir de sa famille pour nourrir son addiction au jeu. Dorothy, m'a-t-elle dit d'une voix brisée, je ne savais rien de tout ça. Il m'a dit qu'il y avait des problèmes au travail, que nous devions économiser. Je n'ai jamais imaginé qu'il était. Sa voix s'est perdue dans des sanglots. Qu'il détruisait nos vies. Laura, ai-je dit en lui prenant la main. Tu n'es coupable de rien. Thomas nous a trompés toutes les deux, mais maintenant nous avons l'occasion d'obtenir justice. Je lui ai expliqué mon plan. Elle pouvait déposer une plainte pour fraude conjugale, récupérer la maison, protéger l'avenir des enfants. Je l'aiderai avec les frais juridiques. Mais, ai-je ajouté fermement, j'ai besoin que tu témoignes contre Thomas. J'ai besoin que tu dises toute la vérité sur les chocolats, sur ses aveux, sur tout ce que tu as vu. Elle n'a pas hésité une seconde. Bien sûr, m'a-t-elle dit. C'est le moins que je puisse faire après tout ce qui s'est passé. Pendant que nous mangions notre purée de pommes de terre, Thomas est arrivé au restaurant. Ce n'était pas une coïncidence. Il l'avait suivi, inquiet de cette rencontre entre sa femme et sa mère. Quand il nous a vus ensemble, partageant des documents, son visage s'est transformé en un masque de panique. Il s'est approché de notre table d'un pas agité. « Qu'est-ce que vous faites » a-t-il demandé d'une voix tendue. « De quoi parlez-vous » Son désespoir était palpable. Il savait que son monde de mensonges s'effondrait. « Nous parlons de toi » ai-je répondu avec un sourire froid. « Nous parlons de tes dettes, de tes mensonges, de la façon dont tu voles ta propre famille. » Thomas a regardé les documents sur la table et son visage s'est complètement effondré. « Laura, a-t-il supplié sa femme, n'écoute pas cette vieille folle. Elle essaie de te manipuler pour nous séparer. » Vieille folle. Même dans ce moment de panique totale, il ne pouvait s'empêcher de m'insulter. Il était incapable de montrer du respect ou des remords. Thomas, lui a dit Laura d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant, une voix pleine de force et de détermination. Je sais tout maintenant. Je sais pour le jeu, pour les dettes, pour l'hypothèque. Je sais que tu mens depuis des mois. Il a essayé de nier, mais elle l'a interrompu. Et je sais que tu as essayé de tuer ta mère. Elle a crié les derniers mots, attirant l'attention de tout le restaurant. Les convives se sont tournés vers nous, murmurant entre eux. Thomas a réalisé qu'il était observé et a baissé la voix, mais son désespoir était de plus en plus évident. « Laura, s'il te plaît » lui a-t-il chuchoté. « Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons régler ça ensemble. Tu n'as pas besoin d'écouter cette femme. Elle a toujours essayé de nous séparer. Toujours à manipuler, toujours à blâmer les autres, ne prenant jamais la responsabilité de ses actes. » Non, a répondu Laura fermement. C'est fini.
plus de mensonges. Plus de manipulation. Je vais protéger nos enfants, et cela signifie les éloigner de toi. Elle s'est levée de table, a pris son sac et s'est dirigée vers la sortie. Mes avocats te contacteront. Thomas est resté là, à côté de notre table, tremblant de rage et d'impuissance. Quand Laura est partie, il s'est tourné vers moi avec une fureur qui m'a rappelé pourquoi j'avais décidé de le détruire. C'est de ta faute, a-t-il sifflé entre ses dents serrées. Tu as ruiné mon mariage. Tu as détruit ma famille. Je n'ai rien détruit, ai-je répondu avec un calme surnaturel. J'ai seulement mis la vérité en lumière. Ton mariage a été ruiné quand tu as décidé de devenir un menteur et un voleur. Ta famille a été détruite quand tu as décidé d'essayer d'assassiner ta mère. Je me suis levé de table et je l'ai regardé droit dans les yeux. Et ce n'est que le début. Ces menaces m'ont suivi dans la rue. Tu vas le regretter, a-t-il hurlé alors que je marchais vers mon taxi. Tu vas payer pour avoir détruit ma vie. Détruit sa vie. Il avait essayé de détruire la mienne littéralement. Et maintenant, il se plaignait parce que je me défendais. Ce soir-là, Stanley m'a appelé avec des nouvelles. Dorothy, le procès est déjà en cours. Les médias ont commencé à appeler. Ils veulent des interviews. Ils veulent ta version de l'histoire. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Planifie les interviews, lui ai-je dit. Il est temps que le monde connaisse la vérité. La première interview était avec le programme d'information le plus regardé de la ville, Channel 5 News. Je suis arrivé au studio impeccablement habillé avec la confiance d'une femme qui avait trouvé son pouvoir. La journaliste m'a reçu avec curiosité et compassion. Mademoiselle Dorothy, m'a-t-elle dit devant les caméras, racontez-nous votre histoire. Comment avez-vous découvert que votre fils avait essayé de vous empoisonner? Je lui ai tout raconté. Les chocolats, la réaction de Thomas, l'empoisonnement des enfants, ses aveux froids et calculés. J'ai parlé calmement sans dramatiser, laissant les faits parler d'eux-mêmes. Comment se sent une mère quand elle découvre que son fils veut la tuer, m'a demandé la journaliste. Elle se sent libre, ai-je répondu. Elle se sent libérée d'une illusion qu'elle avait maintenue pendant 40 ans. Elle se sent libre d'arrêter de protéger quelqu'un qui ne l'a jamais protégée. L'interview est devenue virale. En quelques heures, mon histoire était sur tous les réseaux sociaux. Les commentaires étaient massivement favorables. Des centaines de femmes m'ont écrit pour me raconter leurs propres histoires d'enfants ingrats, de familles toxiques, d'amour non partagé. Mais la partie la plus satisfaisante était les commentaires sur Thomas. Ses collègues ont commencé à le reconnaître comme le fils qui avait essayé d'assassiner sa mère. Ses voisins ont commencé à le regarder avec mépris. Ses amis ont commencé à s'éloigner de lui. Le scandale le suivait partout. Quand il allait au supermarché, les gens le pointaient du doigt et chuchotaient. Quand il arrivait au travail, ses collègues l'évitaient. Quand il sortait de chez lui, il sentait les regards critiques de tout le quartier. Mais je savais que ce n'était que le début. L'humiliation publique était satisfaisante, mais la véritable justice était encore à venir. Les processus juridiques, la perte de ses biens, la destruction complète de la vie qu'il avait bâtie sur des mensonges et des trahisons. Thomas avait sous-estimé la femme qu'il avait élevée pendant 40 ans. Il avait pensé pouvoir se débarrasser de moi comme on jette un morceau de papier. Maintenant, il découvrait qu'il avait réveillé un monstre bien plus puissant et impitoyable que lui. La chasse avait officiellement commencé, et j'étais un prédateur qui avait attendu 40 ans pour montrer ses griffes. Le processus juridique a avancé comme une avalanche inarrêtable. Stanley avait déposé toutes les plaintes simultanément. Tentative de meurtre, fraude familiale, fraude aggravée et une plainte civile pour préjudice émotionnel s'élevant à 500 000 $. Thomas s'est réveillé un lundi pour découvrir que sa vie avait explosé en 1000 morceaux. Son compte bancaire a été immédiatement gelé. Le peu d'économie qui lui restait après son jeu compulsif a été bloqué, le temps que l'origine des fonds soit enquêtée. Son salaire a été saisi pour assurer le paiement des poursuites civiles. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans le sou. Dorothy, m'a rapporté Stanley avec satisfaction, ton fils est fauché. Il ne peut pas se payer un avocat décent. Il va devoir se contenter d'un avocat commis d'office. Un avocat commis d'office contre le meilleur cabinet d'avocats de la ville. La bataille était inégale dès le départ, mais le plus délicieux était de voir comment son monde social s'effondrait. La vidéo de mon interview télévisée avait généré un tel scandale que les médias ont commencé à enquêter plus profondément sur la vie de Thomas.
Bientôt, ses dettes de jeu, ses arnaques contre ses collègues et ses mensonges systématiques ont été mis au jour. Son patron l'a convoqué pour une réunion urgente. Thomas, a-t-il dit, l'entreprise ne peut pas se permettre d'avoir son nom associé à ce scandale. Vous êtes licencié, avec effet immédiat. 20 ans de travail dans la même entreprise, éliminé par un scandale qu'il avait lui-même créé. Les usuriers, qui faisaient pression sur lui pour ses dettes de jeu, ont vu les nouvelles et ont décidé d'accélérer leur recouvrement. Ils savaient que s'ils n'agissaient pas vite, ils ne récupéreraient pas un seul dollar. Ils ont commencé à se présenter chez lui, à l'appeler à toute heure, à le menacer ouvertement. Une nuit, alors que je dégustais un verre de vin dans mon appartement de luxe, j'ai reçu un appel de Laura. Elle pleurait. Dorothy, m'a-t-elle dit entre deux sanglots. Des hommes sont venus à la maison, des hommes armés. Ils ont dit que si Thomas ne les paie pas demain, ils vont prendre la maison et tout ce qu'il y a dedans. Où est Thomas, lui ai-je demandé. Il a disparu, a-t-elle répondu. Quand il a vu ces hommes, il s'est enfui par la porte arrière. Il m'a laissé seul avec les enfants pour affronter ces criminels. Lâche jusqu'au bout. Quand les choses devenaient difficiles, il abandonnait sa famille pour sauver sa peau. Laura, lui ai-je dit fermement, prends les enfants et va chez ta mère ce soir. Demain matin, nous allons régler ça. Le moment était venu de jouer ma prochaine carte. Le lendemain matin, je suis arrivé chez Thomas, accompagné de Stanley et de 2 gardes du corps que j'avais engagés. Les usuriers étaient là, inspectant la propriété, calculant ce qu'ils pouvaient prendre pour couvrir la dette. Quand ils m'ont vu arriver, ils se sont approchés avec curiosité. Madame, m'a dit le chef du groupe, un homme costaud avec des cicatrices sur les mains, êtes-vous apparenté à Thomas? Je suis sa mère, ai-je répondu avec le même calme que j'utiliserais pour parler de la météo. Et j'ai une proposition. J'ai sorti un chèque signé de mon sac à main. C'est le montant exact que mon fils vous doit, leur ai-je dit. 530 000 $. Prenez-le et oubliez-le pour toujours. Les hommes ont regardé le chèque avec surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une femme élégante se présente avec 500 000 $ en liquide. Pourquoi feriez-vous cela pour lui, m'a demandé le chef. Je ne le fais pas pour lui, ai-je répondu. Je le fais pour ma belle-fille et mes petits-enfants. Ils ne sont pas coupables de vivre avec un joueur. L'homme a pris le chèque, l'a examiné attentivement et a finalement hoché la tête. Marché conclu. Votre fils n'a plus de dette envers nous. Quand ils sont partis, Laura est sortie de la maison les larmes aux yeux. Dorothy, a-t-elle dit, je ne peux pas accepter que tu paies les dettes de Thomas. Je ne les paie pas pour lui, ai-je expliqué. Je les paie pour vous, et ce n'est pas gratuit. Je lui ai tendu un document que Stanley avait préparé. C'est un transfert de propriété, ai-je expliqué. La maison est maintenant à ton nom. Thomas n'a plus aucun droit légal dessus. Et ça, lui ai-je tendu un autre papier, c'est un accord de prêt. Tu me dois 530 000 $, mais tu peux les payer par petits versements sur les 20 prochaines années. C'était un accord parfait. Laura était protégée. Les enfants avaient un foyer sûr, et Thomas perdait sa dernière ressource économique. Quand il finirait par se montrer, il découvrirait qu'il ne possédait plus rien. Cet après-midi-là, Thomas a enfin daigné m'appeler. Sa voix semblait désespérée, brisée. Maman, a-t-il supplié. J'ai besoin de ton aide. Les usuriers vont me tuer si je ne les paie pas. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin. Thomas, les jeux interrompus froidement. J'ai déjà payé tes dettes. J'ai pu entendre son soupir de soulagement de l'autre côté de la ligne. Merci, maman. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Je savais que. Mais je ne l'ai pas fait pour toi, ai-je continué. Je l'ai fait pour Laura et les enfants, et tu n'as plus de maison. Je l'ai transféré au nom de ta femme. Le silence qui a suivi était absolu. Quoi, a-t-il finalement murmuré. La maison n'est plus à toi. Ta femme me doit l'argent, pas toi. Tu n'as plus rien à voir avec cette propriété. Sa respiration est devenue agitée. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il hurlé. C'est ma maison. Je l'ai achetée. L'as-tu achetée avec de l'argent que tu as volé, ai-je répondu. Et maintenant, elle est retournée entre des mains légitimes. Laura et les enfants sont protégés. Tu es tout seul. J'ai raccroché le téléphone sans attendre sa réponse.
Les jours suivants furent d'une tension délicieuse. Thomas s'est présenté à la maison, mais Laura avait déjà changé les serrures. Quand il a essayé de forcer l'entrée, elle a appelé la police. Les agents sont arrivés et lui ont expliqué qu'il n'avait plus de droit légal sur la propriété. « Mais c'est ma femme », a-t-il hurlé alors qu'il l'escortait hors de sa propre maison. « J'ai le droit d'être ici. »« Monsieur », lui a dit l'officier, « votre femme a demandé une ordonnance restrictive. Vous ne pouvez pas approcher à moins de 200 mètres de cette propriété. » Ordonnance restrictive. Laura avait suivi mon conseil à la lettre. Maintenant, Thomas avait non seulement perdu sa maison, mais ne pouvait légalement plus s'approcher de sa famille. Il était un paria complet, rejeté par la société et abandonné par les siens. Sans abri, sans emploi, sans le sou, Thomas a été forcé de se réfugier dans un motel bon marché et délabré. Mais même cela est devenu insoutenable lorsque les médias ont commencé à le suivre. Les journalistes le harcelaient constamment, lui posant des questions sur la tentative de meurtre, ses dettes, son addiction au jeu. Une nuit, désespéré et humilié, il a décidé de faire quelque chose qu'il considérait intelligent, mais qui s'est avéré être le dernier clou de sa destruction. Il a créé un profil sur les réseaux sociaux et a commencé à diffuser en direct, essayant de raconter sa version de l'histoire. « Ma mère est folle », a-t-il dit devant la caméra de son téléphone depuis une chambre de motel sale. Elle invente tout ça parce qu'elle veut de l'attention. Je n'ai jamais essayé d'empoisonner personne. Les chocolats étaient normaux. Elle manipule toute ma famille contre moi. Mais Internet ne pardonne pas. Les utilisateurs ont commencé à le bombarder de questions précises auxquelles il ne pouvait pas répondre. Pourquoi y avait-il de l'arsenic dans les chocolats, ont-ils demandé. Pourquoi vos enfants ont-ils été empoisonnés, ont-ils insisté. Où est la preuve que votre mère ment? Sa diffusion est devenue virale, mais pas de la manière qu'il espérait. Elle est devenue virale comme un exemple de narcissisme pathologique, comme la confession en direct d'un homme qui ne pouvait pas accepter la responsabilité de ses actes. Les commentaires étaient brutaux, impitoyables, sans pitié. Ce gars pense vraiment qu'on est stupide, a écrit quelqu'un. Sa propre femme le dénonce, et il dit que tout est un mensonge, a ajouté un autre. Psychopathe typique, toujours à blâmer les autres, a commenté un troisième. Mais ce qui a vraiment scellé son sort, c'est quand quelqu'un lui a demandé directement, si vous êtes innocent, pourquoi ne poursuivez-vous pas votre mère pour diffamation? Thomas était sans voix. Il ne pouvait pas me poursuivre parce qu'il savait que j'avais toutes les preuves. Il ne pouvait pas nier la tentative d'empoisonnement parce que les preuves étaient irréfutables. Son silence à cette question a été interprété par tout le monde comme un aveu de culpabilité. La diffusion s'est terminée brusquement quand il a commencé à recevoir des menaces de mort en direct. Il avait essayé de manipuler l'opinion publique et avait obtenu exactement le contraire. Le lendemain, des extraits de sa diffusion étaient dans tous les journaux télévisés. Les analystes du comportement l'ont disséqué comme une étude de cas de narcissisme malin. Des psychologues ont expliqué à la télévision comment son incapacité à accepter ses responsabilités était typique des personnalités antisociales. Thomas avait réussi quelque chose que je n'aurais pas pu accomplir même avec la meilleure équipe de relations publiques. Il avait détruit sa propre réputation si complètement et publiquement qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il était devenu le méchant national, le symbole de l'ingratitude filiale poussée à l'extrême. Mais pour moi, le plus satisfaisant n'était pas son humiliation publique. C'était la tranquillité que je voyais dans les yeux de Laura quand je lui rendais visite, la sécurité que mes petits-enfants ressentaient dans leur propre maison, la paix que j'avais trouvée en m'éloignant de la toxicité qui avait dominé ma vie pendant des décennies. La justice formelle était encore en cours, mais la justice poétique avait déjà été rendue. Le fils qui avait essayé de me tuer pour de l'argent n'avait plus un seul dollar. L'homme qui avait méprisé mon amour mendiait maintenant mon pardon. Le manipulateur avait été exposé et rejeté par tout le monde. Et moi, la victime qui avait passé 40 ans dans le silence, j'avais enfin trouvé ma voie. Les mois qui ont suivi ont été ceux d'une transformation totale. Alors que Thomas sombrait de plus en plus dans sa propre misère, je m'épanouissais comme jamais auparavant dans ma vie. L'appartement de luxe était devenu mon sanctuaire, un endroit où, pour la première fois depuis des décennies, je pouvais respirer sans le poids de la manipulation constante. Stanley me tenait informé de l'avancement des dossiers juridiques. Dorothy, m'a-t-il dit lors d'une de nos réunions hebdomadaires, le procureur est très intéressé par la poursuite de Thomas pour tentative de meurtre. Les preuves sont accablantes. Les enregistrements audio, les témoignages médicaux, les aveux qu'il a lui-même faits,
tout forme un dossier solide et irréfutable. En outre, a continué Stanley avec un sourire, son avocat commis d'office essaie de négocier un plaidoyer de culpabilité. Il sait qu'il ne peut pas gagner ce procès. Un plaidoyer de culpabilité signifierait que Thomas devrait admettre publiquement devant un juge qu'il avait essayé d'assassiner sa propre mère. Mais ce qui me remplissait vraiment de satisfaction, c'était de voir comment Laura s'était épanouie après s'être libérée de la toxicité de son mariage. Sans les mensonges constants, sans le stress financier, sans la manipulation émotionnelle, elle était redevenue la femme forte que j'avais entrevue il y a des années. Dorothy, m'a-t-elle dit lors d'un de nos déjeuners hebdomadaires, pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Les enfants sont heureux, en sécurité. Ils dorment paisiblement pour la première fois depuis des mois. Voir mes petits-enfants retrouver leur innocence, voir leur sourire sincère valait plus que toute vengeance que je pouvais planifier. Un après-midi, alors que je dégustais un café sur la terrasse de mon appartement, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Nathalie, ma sœur. Sa voix semblait gênée, coupable. Dorothy, m'a-t-elle dit, je dois te parler. Je dois m'excuser. J'ai décidé de la recevoir chez moi. À son arrivée, la différence entre nous était abyssale. J'avais l'air élégante, sereine, épanouie. Elle semblait consumée par la culpabilité et la honte. Dorothy, a-t-elle commencé les larmes aux yeux? Je savais que Thomas avait des problèmes, mais je n'ai jamais imaginé qu'il était capable d'essayer de te tuer. Nathalie, ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise. Tu as toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Tu l'as toujours justifié. Tu l'as toujours protégé des conséquences de ses actes. Elle a hoché la tête, incapable de nier la vérité. Je sais que j'ai été complice de son comportement. Je sais que je t'ai fait défaut en tant que sœur. Ce qui me fait le plus mal, a-t-elle continué, c'est que lorsqu'il est venu me demander refuge après avoir essayé de t'empoisonner, je l'ai accueilli chez moi. Je l'ai protégé en sachant ce qu'il avait fait. Ses larmes étaient sincères. Son repentir semblait réel. Mais le mal était déjà fait. Nathalie, lui ai-je dit sans cruauté, mais avec fermeté. Pendant 40 ans, tu as choisi de protéger un monstre au lieu de protéger ta sœur. Je ne peux pas simplement oublier cela parce que tu te sens coupable maintenant. Elle a quitté ma maison en pleurant, mais je me sentais en paix. J'avais fixé des limites claires. J'avais exprimé ma vérité sans agressivité, mais sans concession. Le procès pénal a commencé 6 mois après la tentative d'empoisonnement. Les médias ont couvert chaque détail, chaque témoignage, chaque élément de preuve présenté. J'ai témoigné avec une sérénité qui a impressionné même les journalistes les plus expérimentés. Madame Dorothy, m'a demandé le procureur, comment vous êtes-vous senti quand vous avez découvert que votre fils avait planifié votre mort? Je me suis senti libéré, ai-je répondu en regardant directement Thomas dans le box des accusés. Libéré de 40 ans de manipulation, de 40 ans à donner un amour inconditionnel à quelqu'un d'incapable de le rendre en retour. Thomas avait l'air hagard, vieilli, détruit. Son avocat commis d'office avait fait ce qu'il pouvait, mais les preuves étaient irréfutables. Les témoignages de Laura, des médecins qui avaient soigné les enfants, des spécialistes qui avaient analysé les chocolats, ont construit un dossier parfait. Au moment de son témoignage, Thomas a tenté une dernière manipulation. « J'aimais ma mère », a-t-il déclaré avec de fausses larmes. Tout cela est un terrible malentendu. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Mais ses propres enregistrements l'ont trahi. Quand le procureur a diffusé l'audio où il confessait son plan, sa version s'est complètement effondrée. Le jury a délibéré pendant à peine 2 heures. Coupable de tentative de meurtre au premier degré. Coupable de mise en danger de la vie de mineur. Coupable de fraude aggravée. La peine était de 12 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant d'en avoir purgé 8. Quand j'ai entendu le verdict, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti la paix, la justice, la confirmation légale de ce que je savais déjà, j'avais été victime d'une tentative de meurtre calculée et préméditée par mon propre fils. Thomas m'a regardé depuis le box des accusés alors qu'on lui passait les menottes. Ses yeux n'avaient plus l'arrogance d'avant, seulement du désespoir et de l'apitoiement sur lui-même. « Maman », a-t-il hurlé alors qu'il l'emmenait. « Tu es toujours ma mère. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. » Mais je suis restée immobile, sereine, le regardant s'éloigner vers son destin inévitable. Les affaires civiles ont été rapidement résolues après la condamnation pénale.
La poursuite pour préjudice émotionnel a abouti à une indemnisation de 300 000 $, que Thomas, bien sûr, ne pouvait pas payer depuis la prison. Mais le symbole était important. Le système judiciaire avait officiellement reconnu le mal qu'il m'avait causé. Laura a obtenu le divorce et la garde complète des enfants. Thomas a perdu tous ses droits parentaux après avoir été reconnu coupable d'avoir mis leur vie en danger. Mes petits-enfants étaient enfin légalement protégés de l'influence toxique de leur père. Un après-midi, en organisant mes nouveaux documents juridiques, j'ai trouvé une lettre que j'avais écrite, mais jamais envoyée, il y a des années. C'était une lettre de remerciement à Thomas pour avoir été le meilleur fils du monde. Je l'ai lue et je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement, à quel point j'avais été aveugle, à quel point j'avais été naïve, complètement déconnecté de la réalité. J'ai décidé d'écrire une nouvelle lettre, mais cette fois pour moi-même. Chère Dorothy, ai-je écrit, pendant 40 ans, tu as confondu amour et complicité. Tu as confondu gentillesse et permissivité. Tu as confondu sacrifice et vertu. Aujourd'hui, je célèbre le fait que tu aies enfin appris la différence. Le jour de mes 70 ans, j'ai organisé une petite fête dans mon appartement. J'ai invité Laura et les enfants, Stanley et sa femme, Yolanda ma styliste, Robert l'enquêteur, des gens qui m'avaient aidé à reconstruire ma vie, qui m'avaient soutenu dans ma transformation. Quand j'ai soufflé les bougies de mon gâteau, j'ai fait le vœu silencieux qu'aucune femme n'ait à attendre ses 70 ans pour trouver sa force, pour fixer des limites, pour se défendre contre ceux qui abusent de son amour. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai réfléchi au voyage que j'avais entrepris. De victime silencieuse à femme autonome. De mère désintéressée à personne qui s'estimait elle-même. D'une femme qui donnait tout sans rien recevoir à une femme qui avait appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Thomas avait voulu me tuer pour voler mon argent. Mais il avait réussi quelque chose de complètement opposé. Il avait réveillé une femme dont j'ignorais l'existence en moi. Une femme forte, intelligente, capable de se battre pour ce qui lui appartenait. La justice formelle avait été rendue. Mais la véritable victoire était personnelle. J'avais récupéré ma dignité, mon autonomie, mon droit de vivre sans peur ni manipulation. 2 ans après la condamnation, ma vie avait trouvé un équilibre que je n'aurais jamais cru possible. Les blessures émotionnelles avaient guéri, non pas par l'oubli, mais par la sagesse. J'avais appris que guérir ne signifie pas oublier, mais intégrer la douleur dans une nouvelle version plus forte de soi-même. Ma routine quotidienne était un témoignage de ma liberté retrouvée. Je me réveillais sans le poids de l'anxiété que j'avais portée pendant des décennies. Je mangeais des œufs brouillés et du bacon au petit déjeuner tout en lisant les nouvelles financières parce que j'avais décidé d'apprendre à gérer mes investissements personnellement. Stanley m'avait présenté Oscar, un conseiller financier éthique qui m'a appris que l'argent pouvait être un outil d'autonomisation, pas seulement de survie. Dorothy, m'a dit Oscar lors d'une de nos sessions, vous avez assez de capital pour vivre confortablement le reste de votre vie et laisser un héritage considérable. Héritage, le mot qui avait motivé la tentative de meurtre, avait maintenant une signification complètement différente pour moi. J'avais décidé de créer un trust pour mes petits-enfants, administré par Laura jusqu'à leurs 25 ans. J'ai également créé une fondation pour aider les femmes âgées victimes de maltraitance familiale. Mon expérience traumatique s'était transformée en but social. Les enfants visitaient mon appartement chaque week-end. Voir leur petit visage s'illuminer à leur arrivée était le remède le plus puissant contre toute tristesse résiduelle. Grand-mère Dorothy, me disait la petite Anne, pourquoi papa ne vit plus avec nous? C'étaient des questions difficiles auxquelles Laura et moi avions appris à répondre avec une honnêteté adaptée à leur âge. Papa a fait des choix qui ont blessé beaucoup de gens, expliquait Laura. Parfois, quand quelqu'un blesse les autres, il doit aller dans un endroit spécial pour apprendre à mieux se comporter. Les enfants acceptaient ces explications avec la résilience naturelle de l'enfance, mais je savais qu'ils auraient finalement besoin de plus de détails. Un après-midi, alors que je jouais avec mes petits-enfants dans Central Park près de mon appartement, j'ai vu une femme âgée assise seule sur un banc. Elle semblait triste, perdue, avec cette expression que je connaissais trop bien. Je me suis approché et j'ai engagé la conversation. Je m'appelle Yolanda, m'a-t-elle dit. Pas Yolanda la styliste, mais une autre femme qui portait par coïncidence le même nom. Je vis avec mon fils et sa femme, mais je me sens invisible. Ils me traitent comme un fardeau. Son histoire a résonné profondément en moi. C'était comme voir mon passé reflété chez une autre personne. Je lui ai raconté mon expérience sans détails dramatiques, mais avec l'honnêteté de quelqu'un qui avait traversé les mêmes ténèbres.
Yolanda, lui ai-je dit, vous n'avez pas à accepter d'être traité comme un fardeau. Vous avez des droits. Vous avez de la valeur. Vous avez des options. Cette conversation est devenue le germe de quelque chose de plus grand. J'ai commencé à organiser des réunions hebdomadaires dans mon appartement pour les femmes âgées confrontées à des situations similaires. Nous l'avons appelé le « cercle de force ». Chaque jeudi après-midi, mon salon se remplissait d'histoires de survie, de soutien mutuel, de femmes se redécouvrant elles-mêmes. Stanley m'a aidé à officialiser la fondation. La « Fondation Dorothy pour la dignité de la femme âgée », c'est ainsi qu'elle s'est finalement appelée. Notre premier projet a été un refuge temporaire pour les femmes âgées victimes de maltraitance familiale. Le second était un programme d'assistance juridique gratuite. Les médias ont commencé à m'appeler pour parler de la question de la maltraitance des personnes âgées. Mon histoire avait tellement résonné que je suis devenu, sans le chercher, une voix pour d'autres victimes. La maltraitance familiale ne laisse pas toujours des bleus visibles, disais-je dans les interviews. Parfois, la maltraitance est émotionnelle, financière, psychologique. Un matin, exactement 3 ans après la tentative d'empoisonnement, j'ai reçu une lettre de prison. C'était de Thomas. Ma première impulsion a été de la jeter sans la lire, mais la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. « Chère maman, commençait-elle, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu saches que j'ai réfléchi à ce que j'ai fait. » La lettre continuait avec ce qui semblait être des excuses sincères, des expressions de remords, des promesses de changement, mais il y avait quelque chose dans le ton qui me semblait familier. Une manipulation subtile, la tentative de susciter la pitié. « Je suis une thérapie psychologique », écrivait-il. Le psychologue dit que j'ai des problèmes profonds qui viennent de mon abandon précoce, de la mort de mes parents biologiques. Même depuis la prison, il continuait de blâmer les autres pour ses décisions. Il était toujours incapable d'assumer l'entière responsabilité. « S'il te plaît, maman », finissait la lettre. « Donne-moi une chance de réparer les dommages que j'ai causés. Accepte de me rendre visite. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin de ton pardon pour pouvoir guérir. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. » Cela avait toujours tourné autour de ce dont il avait besoin, jamais de ce dont j'avais besoin ou de ce que je méritais. J'ai montré la lettre à ma psychologue, le médecin qui m'avait aidé tout au long de mon processus de guérison. « Dorothy », m'a-t-elle dit après l'avoir lu, « comment vous sentez-vous en lisant ceci ? » « Je ressens de la peine », ai-je répondu. « Mais pas pour lui. Je ressens de la peine parce qu'après 3 ans de prison, il ne comprend toujours pas vraiment ce qu'il a fait. »« Allez-vous lui répondre ?» a-t-elle demandé. « Allez-vous lui rendre visite ?» J'ai réfléchi pendant des jours à cette question. Une partie de moi, la mère que j'avais été pendant 40 ans, ressentait l'obligation de répondre. Mais la nouvelle femme qui avait émergé des cendres savait que ma guérison ne dépendait pas du pardon accordé à la personne qui avait essayé de me tuer. J'ai finalement décidé d'écrire une réponse, mais pas celle qu'il attendait. « Thomas », ai-je écrit, « j'ai bien reçu ta lettre. Je suis heureuse de savoir que tu réfléchis à tes actions. Cependant, mon processus de guérison ne nécessite ni de te voir ni de te pardonner. J'ai appris que le pardon est au bénéfice de celui qui pardonne, pas de celui qui le demande. J'ai construit une vie épanouissante sans toi, continuait ma lettre. J'ai trouvé la paix, un but et le bonheur. Ton absence n'est pas un vide dans ma vie. C'est un espace rempli de tranquillité. J'espère que tu trouveras ta propre rédemption, mais mon chemin vers la guérison n'inclut plus d'essayer de te sauver des conséquences de tes décisions. J'ai signé la lettre simplement, Dorothy, pas, maman. Ce titre avait été révoqué le jour où il avait décidé de devenir mon assassin potentiel. J'ai envoyé la lettre et j'ai ressenti une profonde libération. J'avais définitivement clos le dernier chapitre de cette relation toxique. Laura avait aussi reconstruit sa vie. Elle avait commencé à étudier la psychologie, inspirée par notre expérience. Je veux aider d'autres familles à identifier les signes de manipulation avant qu'il ne soit trop tard, m'a-t-elle dit. Sa transformation de victime silencieuse en défenseur active était inspirante. Les enfants grandissaient sains et saufs. Ils posaient occasionnellement des questions sur leur père, mais sans l'angoisse qu'ils avaient montrée pendant les années de toxicité familiale. La stabilité émotionnelle avait remplacé le chaos constant qui avait marqué leurs premières années. Un après-midi, en examinant les rapports de la Fondation, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. En 2 ans,
nous avions aidé plus de 200 femmes âgées à échapper à des situations abusives. Certaines avaient récupéré des biens volés par des enfants manipulateurs. D'autres avaient trouvé le courage de dénoncer les abus. Toutes avaient retrouvé leur dignité. Mon histoire personnelle de survie était devenue une lueur d'espoir pour d'autres femmes. La tentative de meurtre qui avait cherché à me faire taire pour toujours avait fini par amplifier ma voix au-delà de ce que j'avais jamais imaginé. Ce soir-là, en contemplant la ville depuis ma terrasse, j'ai réfléchi à l'ironie parfaite de ma situation. Thomas avait voulu me tuer pour voler mon héritage, mais il avait fait en sorte que je bâtisse un héritage bien plus précieux, une fondation qui durerait au-delà de ma mort, aidant des générations de femmes à trouver leur force. La femme que j'avais été pendant 70 ans était symboliquement morte le jour des chocolats empoisonnés. La femme qui était née de ces cendres était plus forte, plus sage, plus complète. J'avais appris que parfois, pour trouver la lumière, il faut traverser les ténèbres les plus profondes. Ma vengeance avait été complète, mais pas à cause de la destruction de Thomas, mais à cause de ma propre reconstruction. La meilleure vengeance s'était avérée être de vivre pleinement, sans peur, sans culpabilité, sans l'ombre de la manipulation assombrissant mes jours. 5 ans après la condamnation, ma vie avait atteint une plénitude que je n'aurais jamais cru possible. La fondation avait grandi de façon exponentielle avec des bureaux dans 3 États et une équipe de 20 professionnels dévoués. Nous avions aidé plus de 500 femmes à retrouver leur dignité et leur autonomie. Un matin, Stanley m'a appelé avec une nouvelle inattendue. « Dorothy », m'a-t-il dit d'une voix grave, « Thomas demande une libération conditionnelle. Il a purgé 5 ans de sa peine, et son avocat plaide la bonne conduite. » Mon cœur s'est momentanément accéléré, mais l'anxiété n'a duré que quelques secondes. Je n'étais plus la femme vulnérable que j'avais été. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Ai-je demandé calmement. Cela signifie qu'il y aura une audience, a expliqué Stanley. Le juge examinera son cas. Il entendra les témoignages pour et contre sa libération. Tu as le droit de témoigner. J'ai décidé qu'il était temps d'affronter Thomas une dernière fois, mais depuis une position de pouvoir absolu. Pendant 5 ans, j'avais construit une nouvelle identité, une nouvelle vie, un nouveau but. Il était resté stagnant dans une cellule, payant pour ses crimes. L'audience était prévue un mardi matin. Je suis arrivé au tribunal accompagné de Laura, qui était maintenant psychologue agréée et directrice associée de ma fondation. Nous étions habillés professionnellement, projetant l'image des femmes accomplies que nous étions devenues. Quand Thomas est entré dans la salle, son apparence m'a frappé. 5 ans de prison l'avaient transformé en un homme prématurément vieilli. Ses cheveux étaient complètement gris, son visage marqué par des rides profondes, sa posture voûtée par la défaite. Il ne restait aucune trace de l'homme arrogant qui avait essayé de m'assassiner. Son avocat a présenté les arguments pour la libération conditionnelle. Mon client a montré un remords sincère, a-t-il soutenu. Il a participé à des programmes de réhabilitation. Il a maintenu une excellente conduite. Il a exprimé des désirs sincères de réparer les dommages causés à sa famille. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis levé avec la sérénité de quelqu'un qui a trouvé la paix intérieure. Votre honneur, ai-je commencé. Pendant 5 ans, j'ai observé les conséquences des actions de l'accusé, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de ses enfants, qui ont prospéré dans un environnement libre de son influence toxique. J'ai regardé directement Thomas en parlant. J'ai bâti une fondation qui a aidé 500 femmes victimes de maltraitance familiale. Chacune de ces histoires me rappelle pourquoi il est important que les actions aient des conséquences réelles et durables. Monsieur Thomas n'a pas seulement tenté de m'assassiner, ai-je continué fermement. Il a mis en danger la vie de ses propres enfants. Il a volé sa famille. Il a menti systématiquement pendant des années. Sa libération anticipée enverrait un message dangereux selon lequel le repentir après avoir été pris peut effacer la gravité d'avoir essayé d'assassiner sa propre mère. Le juge écoutait attentivement, prenant des notes. Quand Thomas a eu l'occasion de parler, il s'est adressé directement à moi. « Maman », a-t-il dit d'une voix brisée, « je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai changé. J'ai compris le mal que j'ai causé. J'ai passé 5 ans à réfléchir à mes erreurs. » Ces mots semblaient répétés, calculés pour générer de la compassion, mais ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. « Thomas », ai-je répondu calmement. « Tu as perdu le droit de m'appeler maman le jour où tu as décidé de devenir mon assassin potentiel. 5 ans de prison n'effacent pas 40 ans de manipulation ni le traumatisme de découvrir que ton propre fils voulait te voir morte. » Le témoignage de Laura a été dévastateur pour ses chances.
En tant que psychologue professionnelle, elle a expliqué au juge les modèles de comportement narcissique et manipulateur qu'elle avait observés pendant des années. Les enfants ont prospéré sans la présence de leur père, a-t-elle déclaré. Ils ont développé une stabilité émotionnelle, une sécurité, une confiance. Sa libération représenterait un recul dans leur développement psychologique. Le procureur a présenté des preuves que Thomas avait tenté de contacter des usuriers depuis la prison, suggérant que ses problèmes d'addiction au jeu persistaient. Il avait également reçu de l'argent de sources non identifiées sur son compte de cantine, suggérant des liens continus avec des activités douteuses. Après 2 heures de délibération, le juge a annoncé sa décision. Demande de libération conditionnelle rejetée, a-t-il déclaré. L'accusé purgera l'intégralité de sa peine. La nature préméditée de ces crimes, combinée au modèle de comportement manipulateur et au manque de remords sincères, rend sa libération anticipée inappropriée. Thomas s'est affaissé sur sa chaise. Ses 5 ans de bonne conduite et de thérapie obligatoire n'avaient pas suffi à convaincre le système judiciaire qu'il avait vraiment changé. Il devrait purger 7 ans de plus avant d'être à nouveau éligible à la libération conditionnelle. Quand nous avons quitté le tribunal, j'ai ressenti une satisfaction profonde mais tranquille. Ce n'était pas un triomphe vengeur, mais la confirmation que la justice avait prévalu. Thomas paierait pleinement pour ses crimes, tandis que je continuais à bâtir un héritage d'espoir et d'autonomisation. Cet après-midi-là, lors de la réunion hebdomadaire de notre cercle de force, j'ai partagé l'expérience avec les femmes du groupe. Aujourd'hui, j'ai affronté mon agresseur une fois de plus, leur ai-je dit, mais plus par peur ou vulnérabilité. Je l'ai affronté depuis le pouvoir que j'ai construit durant ces années. Yolanda, la femme que j'avais rencontrée dans le parc des années auparavant, et qui coordonnait maintenant l'un de nos programmes, a levé la main. Dorothy, a-t-elle dit, ton histoire nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour réclamer notre dignité. À 70 ans, tu as trouvé ta force. J'ai trouvé la mienne à 65 ans. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai écrit dans mon journal, aujourd'hui, j'ai définitivement clos le chapitre le plus sombre de ma vie. Thomas restera en prison 7 ans de plus, mais je ne vis plus dans la prison émotionnelle qu'il a construite pour moi. Je suis libre. Je suis puissante. Je suis entière. Regardant par la fenêtre la ville illuminée, j'ai réfléchi au chemin parcouru. De victimes silencieuses à défenseurs d'autres victimes. De femmes invisibles à leaders communautaires reconnus. De mère désintéressée à une femme qui avait appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. La transformation avait été douloureuse mais nécessaire. Comme un papillon qui doit détruire son cocon pour voler, j'ai dû détruire la version permissive de moi-même pour devenir la femme forte que j'avais toujours eu le potentiel d'être. Demain, je continuerai mon travail à la fondation. Je continuerai d'aider d'autres femmes à trouver leur voie. Je continuerai à bâtir un héritage qui transcendait la vengeance personnelle parce que j'avais appris que la meilleure réponse à une tentative de destruction n'est pas la destruction réciproque, mais la construction de quelque chose de beau et de durable. Thomas avait voulu m'éliminer pour voler mon héritage monétaire. Il avait réussi exactement le contraire. Il avait réveillé un héritage bien plus précieux sous forme de force, de sagesse et de but que je partageais maintenant avec des centaines de femmes. La justice n'arrive pas toujours vite, mais quand elle arrive, elle est complète et définitive. 10 ans avaient passé depuis le jour qui avait changé mon destin pour toujours. Maintenant, à 79 ans, je contemplais ma vie avec une satisfaction profonde que je n'aurais jamais cru possible. La Fondation Dorothy était devenue une institution nationale reconnue avec des refuges dans 8 villes et un programme d'assistance juridique qui avait aidé plus de 2000 femmes. Mes petits-enfants, maintenant adolescents, me rendaient visite chaque week-end. Anne avait 16 ans et avait décidé d'étudier le droit, inspirée par notre histoire familiale. Grand-mère, m'a-t-elle dit lors d'une de nos conversations, je veux être comme toi. Je veux défendre les gens qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Son jeune frère, Charles, qui avait 14 ans, montrait une maturité émotionnelle extraordinaire pour son âge. Laura était devenue une psychologue reconnue au niveau national, spécialisée dans les traumatismes familiaux et la maltraitance des personnes âgées. Nous avions écrit un livre ensemble intitulé « Il n'est jamais trop tard, trouver sa force après 70 ans », qui était devenu un best-seller et avait été traduit en plusieurs langues. Un matin de printemps, en examinant le courrier dans mon bureau de la Fondation, j'ai reçu un appel qui m'a transporté dans le passé. C'était le directeur de la prison où Thomas purgeait sa peine. « Mademoiselle Dorothy », m'a-t-il dit d'une voix grave, « je dois vous informer que votre fils est décédé la nuit dernière. »
La nouvelle m'a impacté, mais pas comme je m'y attendais. Je n'ai pas ressenti de douleur maternelle ou de perte dévastatrice. J'ai ressenti un étrange mélange de tristesse pour ce qui aurait pu être et de soulagement pour la clôture définitive de ce chapitre. Que s'est-il passé ? Ai-je demandé avec un calme professionnel. C'était une crise cardiaque soudaine, a expliqué le directeur. Les médecins disent qu'il avait développé de graves problèmes cardiaques, probablement liés au stress et à la dépression. Il est mort en dormant, sans douleur. L'ironie était absolue. Il avait planifié ma mort par crise cardiaque avec des chocolats empoisonnés, et il était finalement mort d'une vraie crise cardiaque. Il a laissé une lettre qui vous est adressée, a continué le directeur. Il souhaite que nous vous l'envoyions. Après un moment de réflexion, j'ai accepté de la recevoir. J'avais besoin de connaître ces derniers mots, non pas par nostalgie, mais pour clore complètement ce cycle de ma vie. La lettre est arrivée 2 jours plus tard. Je l'ai ouverte d'une main ferme, sans tremblement ni anxiété. Chère maman, commençait-elle d'une écriture tremblante. J'écris ceci sachant que je vais probablement mourir dans cette prison. Pendant 10 ans, j'ai réfléchi à ce que j'ai fait, au monstre que je suis devenu. Je comprends maintenant qu'il n'y a pas de pardon possible pour avoir essayé d'assassiner la femme qui m'a tout donné, continuait-elle. Je ne cherche pas ta compassion ni ton absolution. Je veux juste que tu saches que ma dernière pensée consciente a été un regret sincère de t'avoir si profondément déçu. J'ai suivi ton travail avec la fondation d'ici, écrivait-il. Les autres détenus me montrent des articles de journaux sur tes réalisations. Cela me remplit d'un étrange mélange de fierté et de honte. Fierté parce que tu es extraordinaire. Honte parce que j'ai failli détruire quelqu'un de si précieux. La lettre se terminait par des mots qui m'ont surprise par leur apparente sincérité. Je meurs en sachant que le monde est meilleur parce que tu as survécu et prospéré. J'espère que ma mort t'apportera la paix finale que tu mérites. Avec amour et remords éternels, Thomas. Après avoir lu la lettre, je l'ai rangée dans mon bureau. Je n'ai pas ressenti le besoin de pleurer ou de pardonner à titre posthume. J'ai simplement senti qu'un livre très long et douloureux avait enfin atteint sa dernière page. Les funérailles ont été une petite cérémonie privée. Laura, les enfants, Stanley et moi y avons assisté. Il n'y a pas eu de discours émotionnels ou nostalgiques. C'était un adieu sobre à quelqu'un qui avait choisi la voie de la destruction et en avait payé toutes les conséquences. Anne, avec la sagesse de ses 16 ans, s'est approchée de moi après le service. « Grand-mère, a-t-elle dit, es-tu triste ?»« Je suis en paix, ai-je répondu. Parfois, la tristesse la plus profonde est pour ce qui n'a jamais été, pas pour ce qui a été perdu. » Cette nuit-là, dans la solitude de mon appartement, j'ai écrit la dernière entrée sur Thomas dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai enterré le fils que j'ai adopté il y a 47 ans. Mais le fils que j'ai vraiment aimé est mort il y a 10 ans. Le jour où il a décidé de devenir mon assassin. Aujourd'hui, je n'ai enterré que les restes de cette décision. Les mois suivants ont été d'une productivité extraordinaire. Sans l'ombre menaçante de Thomas, sans la possibilité de futures audiences juridiques ou confrontations, je me suis consacré entièrement à l'expansion du travail de la Fondation. Nous avons établi un programme de bourses universitaires pour les femmes âgées qui voulaient reprendre leurs études après avoir échappé à des situations abusives. Nous avons également créé un centre de recherche sur la maltraitance des personnes âgées dirigé par Laura. Nos études ont commencé à influencer les politiques publiques nationales pour la protection des personnes âgées. Mon expérience personnelle était devenue un catalyseur pour un vaste changement social. Le jour de mon 80e anniversaire, nous avons organisé un gala de bienfaisance pour la Fondation. L'événement a réuni des politiciens, des hommes d'affaires, des universitaires et, surtout, des centaines de femmes dont la vie avait été transformée par nos programmes. Lors de mon discours ce soir-là, j'ai réfléchi à la leçon centrale de mon expérience. J'ai appris que la gentillesse sans limite n'est pas une vertu. C'est de la négligence de soi. J'ai appris que l'amour inconditionnel doit inclure l'amour de soi. J'ai appris que parfois, pour se sauver soi-même, il faut être prêt à décevoir ceux qui s'attendent à ce que vous vous sacrifiez sans fin. Mon histoire a commencé comme une tragédie, ai-je continué, la tentative de meurtre par mon propre fils, mais elle s'est transformée en une histoire de renaissance, de découverte, de but, parce que j'ai choisi de ne pas rester dans le rôle de la victime, mais de transformer ma douleur en pouvoir pour aider les autres. Quand j'ai terminé mon discours, les 2000 personnes présentes se sont levées pour une ovation qui a duré 5 minutes. Mais ce qui m'a le plus ému, ce sont les larmes dans les yeux d'Anne et Charles,
mes petits-enfants, qui me regardaient avec une admiration gagnée par l'exemple et la résilience. Cette nuit-là, de retour chez moi, je me suis assise sur ma terrasse pour contempler la ville. Il y a 10 ans, j'étais une femme de 70 ans, vulnérable, manipulée, presque assassinée. Maintenant, j'étais une femme de 80 ans, puissante, respectée, avec un héritage qui durerait des générations. La vengeance la plus parfaite s'était avérée être la construction d'une vie extraordinaire. Thomas avait voulu m'éliminer pour voler mon argent, mais il avait réussi à éveiller mon véritable potentiel. Il avait voulu me faire taire pour toujours, mais il avait amplifié ma voix jusqu'à ce qu'elle devienne un cœur de femmes autonomes. J'ai écrit dans mon journal ce soir-là, je ne regrette pas de l'avoir adopté. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la gentillesse ne devrait jamais être pratiquée au prix de l'autodestruction. Mon fils voulait me tuer. Mais au lieu de me détruire, il m'a libéré pour devenir qui j'étais toujours censé être. L'histoire était terminée, mais l'héritage ne faisait que commencer. Chaque femme qui trouvait sa force grâce à nos programmes était une victoire sur la mentalité qui avait créé Thomas. Chaque limite fixée, chaque non ferme prononcé, chaque acte d'amour-propre était une révolution silencieuse contre la culture qui apprend aux femmes à tout donner sans rien recevoir. Il m'avait fallu 70 ans pour trouver mon pouvoir, mais j'avais utilisé chaque jour des 10 dernières années pour m'assurer que d'autres femmes n'auraient pas à attendre si longtemps. C'était mon véritable héritage. Pas de l'argent, mais de la sagesse. Pas des biens, mais un but. Pas la vengeance, mais la victoire par la transformation. Le cercle s'était parfaitement refermé, et j'étais en paix.